là ce matin pour l'inauguration du Hub Lab Voice, mais aussi pour la présentation des reports CES et NRF. Donc effectivement, tout à l'heure, Perle l'a dit, Emmanuel aussi, on instaure un nouveau format qui nous permet d'échanger de manière un peu conviviale autour des reports, parce que je pense que vous êtes en majorité aujourd'hui membres. Alors l'idée, c'est vraiment qu'à chaque fois qu'on sorte un report, on puisse se retrouver et discuter un petit peu des innovations qu'on a mis en avant et vous faire une présentation plus détaillée de ces tendances. Je vais attendre que Corentin projette les slides. Et donc, peu de personnes, voire personne n'est allé au CES cette année. Enfin, en tout cas dans la salle, hein, parce qu'au CES, on était beaucoup, effectivement. Alors du coup, effectivement, les deux événements qu'on voudrait mettre en avant ce matin, c'est le CES, le Consumer Electronics Show qui a lieu à Las Vegas, et la NRF, le National Retail Federation Big Show qui a lieu à New York. Pour les personnes qui ne sont pas allées au CES, je vais vous passer une petite vidéo d'ambiance qui va vous donner une idée de vraiment ce qu'on vit, nous, au quotidien, quand on y va. Alors Nathalie ne dit pas la vérité parce qu'en fait on se lève quand même très tôt, ça on ne le voit pas. On est en jet lag, hein, donc on est plutôt levé à 5h du matin et on fait à peu près 15 à 20 km par jour tellement les halls sont gigantesques et tellement il y a de choses à voir, ce qui est à la fois génial mais un petit peu épuisant. Et donc c'est vrai qu'on a un peu un best-of mondial de l'Asie, des États-Unis et de l'Europe réunis à un seul endroit. Donc c'est quand même l'occasion de sentir un petit peu le pouls. Alors c'est un salon de l'électronique, pas du digital. Donc à la base c'était l'électroménager, ensuite l'hi-fi et puis depuis 4-5 ans aussi finalement la mobilité, l'auto et les objets connectés. Donc de plus en plus de startups qui viennent aussi, mais des startups avec des produits physiques, pas forcément des startups avec des plateformes digitales. Alors pour vous donner quelques chiffres, quand même pour avoir une idée, le CES c'est 170 000 visiteurs venant de 150 pays, une présence très très forte de la France, avec énormément de startups notamment, beaucoup de médias, et puis une surface effectivement énorme de 255 000 m². Pour vous donner une idée, c'est 35 stades de foot, donc effectivement on marche beaucoup toute la journée. Et le CES, tel qu'on l'a connu, a beaucoup changé parce qu'on est passé quand même d'une période où on voyait plutôt le CES comme un salon où il y avait des magnétoscopes ou alors des innovations plutôt liées à la télévision, à vraiment un salon de l'innovation, de l'intelligence artificielle et où on voit des technologies émergentes plutôt comme celle de la voiture autonome. Donc on évolue progressivement vers un CES de l'innovation. Et en comparaison, donc la NRF qui est quand même un petit peu plus petite, qui est centrée sur le retail, c'est 36 500 visiteurs de 95 pays, 3 500 entreprises, donc le tout à New York. Et j'en parlerai un petit peu plus tard, mais c'est vrai qu'on a été un petit peu déçus cette année de la NRF parce que je pense que les innovations n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. C'est un secteur qui est beaucoup sur la défensive en ce moment, notamment aux États-Unis, donc on a trouvé que c'était encore très très dans les usages assez pratiques de la petite machine, la petite scannette à la sortie de la caisse. Mais en tout cas, pour commencer, le CES, c'est là où on a vu le plus d'innovation et aussi le plus de Français. C'est quand même assez drôle de se dire qu'il faut aller jusqu'à Las Vegas pour pouvoir faire du business ensemble entre Français. Mais effectivement, la présence de la France est vraiment massive à Las Vegas. On est la deuxième délégation mondiale après les États-Unis. Sur les startups, sur les startups, pas sur le mondial. Mais donc 277 startups qui exposent à l'Eureka Park, qui est en fait l'espace dédié aux startups au CES. Et juste après nous, donc les Pays-Bas, avec seulement 61 délégations. Il faut imaginer à peu près que finalement on avait un tiers de l'espace brandé French Tech. Donc c'est vrai que c'était assez impressionnant, ça permet quand même d'avoir une visibilité et une reconnaissance. Alors en dessous du logo French Tech, généralement on avait des régions qui ont aussi amené beaucoup de startups. Alors c'est sûr que des fois l'Occitanie, c'est pas toujours évident pour les Coréens ou les Japonais de comprendre le concept. Et puis aussi quelques grands groupes comme le Crédit Agricole avec la partie Village ou La Poste qui ont aussi hosté, donc emmené avec eux un certain nombre de startups. Donc c'est vrai que ça aide aussi les startups à pouvoir se financer le voyage, d'avoir ce soutien. Et on sent quand même de plus en plus une collaboration grand groupe startup qui fonctionne. Ça y est maintenant pour la France. C'est ça, donc des grands groupes et des startups qui viennent main dans la main, des grands groupes qui amènent des délégations, mais aussi qui les exposent sur leur stand comme la Poste. Et donc effectivement, la croissance du nombre de startups françaises qui exposent au CES explose. En 3 ans, le nombre de startups françaises a été multiplié par 4. Et en fait, ça démontre une tendance assez lourde des Français qui aujourd'hui n'attendent plus de convaincre une cible en France
et qui n'hésitent pas à transformer tout de suite leur start-up en start-up internationale. Et donc, ils se déplacent très rapidement sur ces salons où ils ont énormément de visibilité et ils vont avoir des clients de tous les pays, donc avec une présence vraiment importante. Alors c'est aussi quand même une reconnaissance du savoir-faire français, à savoir faire des objets connectés, ça veut dire du hardware, du software, aussi du design industriel. Et finalement, là où la Silicon Valley est très forte sur l'aspect logiciel purement, c'est vrai que dès qu'on a des problématiques industrielles, effectivement on s'en sort plutôt bien avec nos profils. On voit aussi des startups bien mieux préparées. Il y a encore quelques années, on voyait un peu des gens arriver avec limite un PowerPoint et une idée. Là, on voit des gens qui ont déjà, ou des prototypes, voire qui ont déjà fait des petits lancements de produits, qui viennent plutôt chercher des distributeurs, des industriels pour passer à la taille du dessus. Mais même dans les pitchs, on sent que tout le boulot des incubateurs, des accélérateurs de grands groupes ou des formations maintenant un petit peu à l'entrepreneuriat ont porté leurs fruits. Ils savent pitcher beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus impactante, une bien meilleure maîtrise de l'anglais aussi. Donc ça va dans le bon sens. C'est ça, donc il y a des domaines vraiment émergents dans lesquels la France est extrêmement présente, notamment tout ce qui est domaine de la deep tech, qui requiert donc des ingénieurs. Et c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir des écoles et des gens qui veulent faire des études longues, donc d'avoir une grande masse salariale qui s'implique dans ce genre de technologie. Donc une grande présence de la France sur la Smart Home. Smart Home, Smart City d'ailleurs, qui étaient des thèmes assez mis en avant par le CES. Mais aussi dans tout ce qui est Internet des objets, donc le domaine de la santé notamment, le domaine des transports, de la Smart City, donc tout un écosystème sur lequel la France est extrêmement présente. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on passe à travers 6 tendances, et l'idée vraiment, c'est de faire l'emphase un petit peu sur le côté un peu plus vocal et robotique. Le rapport tel que vous l'avez, vous, en tant que membre, contient 8 tendances. Donc 2 tendances qu'on n'a pas abordées là, qui sont l'industrialisation et la transformation un peu d'un salon B2C en un salon B2B du CES, et une tendance vraiment B2C qui est celle du divertissement, donc qui est davantage axée sur les télévisions, mais on l'a enlevé là volontairement ce matin parce que c'est vrai qu'on n'a pas trouvé non plus que les innovations étaient disruptives. Donc, la première tendance, c'est celle qu'on a appelée Smarter Places, dans laquelle on a regroupé la ville intelligente et la maison connectée. Donc, les investissements ces dernières années de la CTA, qui est la Consumer Technology Association, qui organise le CES, ont été croissants dans le domaine de la ville intelligente. Donc, en fait, assez naturellement et suivant le cours de l'évolution justement de ce marché, qui va plus que doubler dans les années à venir pour atteindre 25 milliards de dollars, la ville intelligente devient une thématique très importante au CES. Donc, nous, ce qu'on a voulu identifier, c'est qu'est-ce qu'on retrouve au CES en termes de ville intelligente par rapport aux grands secteurs de développement de la ville intelligente aujourd'hui. Donc, 6 grands secteurs qui ont été identifiés par Roland Berger. Le gouvernement, donc tout ce qui est digitalisation de l'administration publique, la santé évidemment avec l'essor de la télémédecine, l'éducation, avec la démocratisation des plateformes digitales d'éducation, mais aussi des compétences numériques à développer dans le domaine du gouvernement en tout cas. La construction intelligente, la mobilité, donc c'est tous les enjeux vraiment d'avoir des transports en commun intelligents, non polluants. Et puis finalement, ça rejoint cette thématique de l'énergie et de l'environnement. Alors ce que nous, on a identifié cette année au CES qui était très présent, c'était la mobilité. C'est vrai que finalement le CES aujourd'hui devient un deuxième salon de l'automobile, j'en parlerai un petit peu plus tard. Beaucoup de santé connectée aussi, il y a un véritable transfert du bien-être et du wellness à la santé connectée, à la détection de pathologies, à la médecine prédictive. À la prévention. À la prévention, exactement. Et puis en revanche, beaucoup moins on a trouvé du côté environnement et énergie, un petit peu encore du côté construction, mais avec en tout cas des conglomérats qui présentaient et qui ne montraient pas très très bien l'écosystème de la ville connectée. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est quand même un salon B2C, de produits grand public. Et là, finalement, on a toute une partie d'acteurs B2B qui sont en train d'arriver. Mais c'est vrai que sur le sujet Smart City, c'est bien qu'ils lancent le sujet, mais on était quand même un petit peu déçus. Il manquait quand même les institutionnels. On parle de ville, donc il y a des infrastructures, il y a quand même une partie politique très importante. Et puis même sur les très grands acteurs on va dire de la construction, de l'énergie, bon, voilà, tout le monde n'était pas encore présent. Et c'est vrai que pour le moment, ça démarre un peu par le petit bout de la lorgnette, à savoir du vélo électrique, de la borne de recharge, de la voiture électrique. Donc on sent que ça va y venir, la tendance va monter. Après, c'est pas forcément le salon nativement pour ces industries pour être présent. Oui.
Donc parmi les innovations qu'on a vues et qui nous ont un petit peu inspirés, il y avait Parky. Donc vous voyez, c'est des Français et c'est pas parce qu'on les a choisis, mais c'est parce qu'effectivement la présence de la France, comme je vous l'ai dit, était vraiment massive. Donc Parky, qui est une start-up qui installe des capteurs sur des lampadaires dans la ville, qui permet d'identifier là où il y a des places de stationnement libres. Et donc, on peut imaginer que dans l'avenir, on n'a plus le problème de tourner en rond pendant 2 heures à Paris pour trouver une place de parking grâce à ce genre de technologie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 20 à 25% du trafic en ville qui est lié à des gens qui cherchent des places. Donc ça paraît bête, mais si on les aide à trouver plus rapidement des places de parking, on peut aussi alléger un petit peu le trafic et la pollution dans les villes. C'est ça. Et puis si on prend encore dans une vision un petit peu plus futuriste, à l'avenir, on peut imaginer que dans la ville intelligente, il n'y aura plus que des voitures autonomes. Donc comment est-ce qu'on recharge des voitures autonomes s'il n'y a personne dedans, notamment au moment où elles retournent dans leurs entrepôts, où elles ont besoin de se recharger. Electric Loading, qui est une entreprise spécialisée dans la recharge électrique des voitures, a développé un prototype de chargeur intelligent. Donc c'est un petit robot, là c'est un gros bras mécanique, qui a des capteurs qui arrivent à identifier le modèle de la voiture. Donc on peut imaginer plus tard qu'il y aura des voitures autonomes et le pompiste du futur qui répondra aux besoins de recharge de ces voitures. Définitivement, il n'y aura plus d'humains, mais tout va bien. Il n'y aura plus d'humains, c'est ça, plus d'humains. En revanche, en termes de maisons, là où il y a encore des humains, les prédictions de Gartner étaient énormes en 2015. Donc, il se pourrait qu'en 2022, il y ait 500 objets connectés dans une maison classique. Aujourd'hui, combien de personnes parmi vous possèdent des objets connectés dans la maison ? On commence déjà à avoir une grande partie. Bon, déjà, on pourrait déjà dire que votre mobile, c'est déjà un objet connecté. C'est ça, le mobile, c'est déjà un objet connecté. Aussi. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, le marché de la smart home est quand même un marché d'early adopter, avec seulement 10% des maisons qui sont vraiment des maisons intelligentes. Et il y a effectivement des freins à l'installation de tous ces objets connectés dans la maison. Alors d'abord, c'est un coût, c'est une infrastructure à installer, c'est beaucoup de démarches à faire, à mettre en place. Et puis, il y a un grand enjeu qu'on a identifié au CES et auquel des grands acteurs ont essayé de répondre, c'est le problème d'interopérabilité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, si vous connectez votre volet, vous connectez votre interrupteur Legrand, votre lampe Philips... Donc on peut avoir des myriades et des myriades d'objets connectés, mais ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'avoir un système qui permette de commander tous ces objets. Donc ce qu'on voit apparaître justement ces dernières années, c'est des nouveaux standards d'interopérabilité, donc avec des nouveaux consortiums comme Thread ou alors Open Connectivity. Donc les standards de connexion de ces objets aujourd'hui tendent à se rassembler pour pouvoir permettre justement aux utilisateurs un usage simple de leurs objets connectés. Et puis après, un deuxième niveau qui est plutôt des univers de marques, comme Enki, qu'on a vu à Leroy Merlin. Donc en fait, on a soit de la connectivité vraiment au niveau hardware, c'est ce qu'on voit un petit peu en bas, donc c'est vraiment le capteur ou l'objet qui va lui-même s'interfacer avec l'autre, soit ça peut être effectivement Enki avec Leroy Merlin qui a été annoncé là-bas, Taoma avec Somfy, on a le hub numérique de la Poste, donc là, eux vont essayer de rassembler un certain nombre de marques et les aider, alors soit physiquement, soit au niveau du cloud, de pouvoir s'interfacer et de se dire demain, je vais simplifier pour l'utilisateur la possibilité de créer des scénarios entre objets de différentes marques pour que demain, à la limite, ma voiture Renault ou Tesla puisse ouvrir mon portail d'une autre marque et allumer ma lumière et lancer ma playlist Deezer ou Spotify et que tout ça, finalement, ça soit simple. Aujourd'hui, on a encore beaucoup avec j'ai une app pour chaque objet. Donc, s'il faut que je passe d'une app pour allumer la lumière à une autre pour le chauffage, à une autre pour la musique, c'est pas simple. Et donc, le top du top au-dessus de tout ça, c'est finalement le contrôle de ces applications de pilotage qui peut se faire soit en créant des petites recettes, if TTT, if this then that. Donc ça, vous pouvez aller en ligne et dire si demain il gèle, allume ma lumière en bleu. Et donc c'est assez simple à programmer ou tout simplement la voix. On en parle beaucoup aujourd'hui. Vous allez pouvoir le tester tout à l'heure au -1. Google Assistant, Amazon Alexa, évidemment Siri HomeKit qui était un petit peu là avant, mais qui a démarré pas aussi bien que les autres. Et donc là, l'idée c'est tout simplement d'utiliser la voix. Et donc avec la même enceinte, finalement, je vais pouvoir piloter tout ce qui se passe à la voix sans faire d'efforts, sans programmation, sans application. Pour pouvoir rendre la vie un petit peu plus simple. C'est ça. Et donc on voit aussi au CES des grands acteurs qui profitent de ce moment pour annoncer justement l'ouverture de leur écosystème, comme c'est l'exemple de Legrand qui a lancé Work with Legrand, avec des nouveaux partenaires, donc parmi eux évidemment Amazon, Samsung, mais aussi Microsoft, Marriott, La Poste, Vinci, ou alors Somfy qui a lancé So Open with Somfy,
qui de la même manière ouvre ses API. Donc il y a vraiment un enjeu aujourd'hui en tant que grand acteur historique de s'ouvrir à cet écosystème pour démocratiser finalement l'implémentation de la maison intelligente. Ce qui est important, c'est de se dire, c'est que finalement tout le monde voulait un peu imposer son standard. C'était un peu la logique de la domotique dans les années 80, en disant je vais être propriétaire, je vais garder les brevets, je vais gagner de l'argent, mais sauf que personne peut posséder tous les objets de la maison. Même un Samsung qui a énormément d'appareils électroménagers, même eux, demain il y a peu de chances qu'on ait tout Samsung dans sa maison. Donc tout le monde comprend qu'à terme quand même c'est l'utilisateur qui choisit, et l'utilisateur il veut juste que tout fonctionne ensemble de manière la plus simple possible. D'où d'ailleurs des programmes d'Open API pour de toute façon rendre ces outils interfaçables avec tout le monde. Legrand il y a 2 ans il nous disait qu'il fallait installer une centrale domotique et changer toute votre électricité. Cette année c'est vous changez juste le bouton, il y a une mini centrale dedans et en fait ça marche avec Google Assistant, Alexa, le hub de la Poste. Vraiment c'est beaucoup plus ouvert et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, même s'il y a encore plusieurs standards et pas un seul qui est complètement validé. Donc, au-delà des grands acteurs, on a aussi des plus petits acteurs comme Autodo, qui est une start-up qui existe depuis 18 mois, qui en fait propose de faire le lien entre les anciens objets connectés, donc vos volets qui sont télécommandables par exemple, et les nouveaux objets connectés que vous achetez aujourd'hui à la Fnac. Autodo a profité du CES pour présenter Hugo, qui est son petit galet connecté. En fait, c'est un galet dans lequel on va faire des règles et qui permet, par exemple, si on tapote 2 fois sur la table à côté d'une lampe, d'allumer la lampe. Et de manière similaire, NIO, qui est une start-up californienne, a lancé une télécommande qui vous permet d'éviter le scénario où vous vous retrouvez avec 32 télécommandes sur la table basse et vous ne savez pas laquelle utiliser. Donc l'idée, c'est d'avoir non seulement des scénarios et une centralisation de votre maison connectée, mais aussi une personnalisation, parce que Autodo comme NIO ont la détection d'empreintes digitales et vous permettent de reconnaître la personne de la maison qui commande l'objet et de proposer du contenu qui soit personnalisé. Exemple avec NIO, si vous utilisez la télécommande pour la télévision, il va y avoir les programmes télévisés que vous préférez présentés en premier. Donc, tous ces objets connectés, évidemment, et tous ces systèmes d'interopérabilité, ça soulève énormément de questions en termes de cybersécurité. Des questions qui ne vont faire que s'accélérer dans les mois à venir avec l'arrivée de la RGPD. Et effectivement, il y a beaucoup d'analystes aujourd'hui qui s'accordent à dire que le prochain 11 septembre ne sera pas finalement une attaque physique, mais une grande attaque de cybersécurité totalement paralysante. C'est vrai que quand on parle de Smart City, si demain on peut paralyser l'énergie, paralyser le trafic avec les voitures autonomes, si on peut peut-être faire des accidents à des voitures connectées, si demain je peux faire des incendies sur 10 000 cafetières connectées, enfin, on imagine malheureusement pas mal de scénarios un peu catastrophes. Et là, on ne parle plus juste d'avoir ces données qui sont hackées, mais potentiellement effectivement d'avoir des risques physiques pour les gens si on ne prend pas en compte ce sujet-là. C'est ça. Donc des risques physiques pour les gens, mais aussi des risques physiques, enfin des risques plutôt financiers pour les entreprises. On se souvient tous de WannaCry en mai 2017 qui a paralysé des milliers d'entreprises, dont Renault, pendant 2 jours. Donc en fait, quand vous vous retrouvez avec votre chaîne de production qui est complètement bloquée et qu'on vous demande une rançon en Bitcoin, mais que finalement... C'est moins cher en ce moment. C'est ça, c'est moins cher en ce moment. Il y a vraiment un enjeu aujourd'hui de sécurisation des individus, des infrastructures, mais aussi des entreprises. Et donc, pour en revenir vraiment à un secteur plutôt B2C, un des acteurs du CES qui était présent et qui a eu un mauvais début d'année, c'était Intel, avec la découverte de 2 failles de sécurité sur leurs processeurs, notamment, qui montrent que finalement, aujourd'hui, à cause de ces failles, quasiment presque tous les ordinateurs du monde sont hackables. Donc c'est vrai que ça fait quand même des risques, ça fait beaucoup de portes d'entrée. Avec la multiplication finalement des objets connectés, on a de plus en plus de risques de cyberattaques. C'est vrai que quand on parlait d'interopérabilité, finalement c'est aussi plus la chaîne est grande, plus il y a de chances qu'il y ait un maillon qui ait un souci de sécurité. Ça peut ne pas être le nôtre, mais peut-être voilà, l'application ou l'objet connecté du voisin qui est connecté avec le nôtre. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une prise de conscience cette année. On n'a pas encore toutes les solutions. On le voyait sur Z-Wave, qui est un des protocoles d'interopérabilité. Là, ils ont rajouté une surcouche de sécurité importante parce qu'effectivement, demain, on n'a pas envie de voir toutes ces catastrophes arriver. Et donc, il va falloir vraiment que les industriels prennent ça en main. Donc effectivement, le domaine notamment de la smart home qui se sensibilise énormément à ces questions de sécurité des données, sécurité des individus. Et finalement, la cybersécurité en 2018, ça va être beaucoup de points, notamment tout ce qui est cryptocurrency et de la monnaie. Donc la cybercriminalité ne va pas diminuer sur ces secteurs. On pense aussi évidemment aux attaques de supply chain, comme je vous parlais tout à l'heure du ransomware WannaCry chez Renault. Mais aussi finalement des domaines qui sont plus proches de nous, qui sont notamment
de l'ordre des réseaux domotiques, de l'Internet d'objets, des appareils domestiques. Donc, tout est hackable aujourd'hui, malheureusement, et il faut pouvoir se protéger contre ça. Donc, des grands acteurs comme Samsung aujourd'hui tentent de protéger l'habitacle, parce que comme Emmanuel l'a dit très bien, c'est que plus les voitures deviennent connectées, plus les voitures deviennent intelligentes, plus les voitures deviennent hackables. Donc il y a des vidéos aujourd'hui sur YouTube de gens qui montrent comment en 10 minutes on peut hacker une voiture et la faire partir à droite, lui faire prendre un rond-point à l'envers. C'est assez inquiétant. Après, quand on est vraiment très très doué, quand même. Il faut être vraiment très doué. doué. Avoir un bon niveau. Et donc, effectivement, du coup, on voit beaucoup la biométrie arriver. C'est de se dire, finalement, un bon moyen de vérifier que la personne est bien la personne, finalement, c'est de faire une reconnaissance de l'individu qui va s'asseoir, soit qui s'approche de la voiture pour l'ouvrir, soit pour pouvoir là encore pré-régler la voiture, le siège, la distance, etc. C'est ça. On ne l'a pas montré là, mais il y a notamment une entreprise qui s'appelle Gentex qui a développé un rétroviseur avec biométrie. Donc en fait, ça capte la pupille de la personne. Ça permet d'identifier si la personne, par exemple, est un jeune conducteur et de limiter des conditions de vitesse. Donc c'est vraiment de la personnalisation finalement de l'habitacle de la voiture. Et au passage aussi de vérifier qu'on ne s'endort pas, donc sur l'aspect un petit peu sécurité du chauffeur ou du conducteur. Donc deux grandes annonces. Harman, la filiale de Samsung, qui a lancé un nouveau logiciel pour protéger la voiture des cyberattaques, et FaceTech, donc, qui propose de la reconnaissance biométrique pour être bien sûr que c'est vous qui rentrez dans la voiture et pas un individu tiers. Des petites startups là, qui vont plutôt davantage protéger votre quotidien. Cujo AI, qui est un pare-feu qui va protéger du hack domestique. Alors, avec la multiplication des sources d'Internet, des objets dans la maison, ça pourrait être une solution de se protéger. Alors évidemment, c'est vrai que c'est pas facile à implémenter et puis c'est toujours déjà compliqué d'implémenter un objet connecté. Alors mettre un objet connecté supplémentaire qui va protéger les objets connectés, ça fait beaucoup d'étapes. Donc ça, on pense que c'est demain dans la box et chez Orange, SFR ou les autres, ça sera réglé directement. Il ne faut pas se leurrer, on voit déjà que les gens aujourd'hui ont du mal à mettre à jour leurs ordinateurs ou des choses assez simples. Donc si ça ne se fait pas de manière automatique au niveau, si on doit patcher nous-mêmes nos objets, on ne va pas s'en sortir. Donc là, il y a quand même demain une prise en compte de devoir simplifier ça et puis de sécuriser la data. Le deuxième exemple, c'est la Poste. Finalement, eux nous disent, alors ça peut être un peu surprenant, ils sont là au CES depuis quelques années, et en fait, eux nous disent, vous nous faites déjà confiance pour transporter vos informations, à savoir votre courrier. Vous voyez bien qu'on ne l'ouvre pas, qu'on ne l'exploite pas, qu'on ne l'espionne pas. Demain, on vous propose, même aux autres fabricants, etc., de stocker les données liées à vos objets connectés chez nous. On serait un tiers de confiance sécurisé. Donc là, on a Digipost, c'est par exemple, je sais pas, vos feuilles de paie, tout un tas de choses qui peuvent être stockées dans le cloud. Ils ont sorti aussi une autre offre sur le carnet de santé numérique. Et c'est finalement de dire, nous, on est la Poste, on ne va pas faire tous les objets. Par contre, pour tous les fabricants, on peut gérer cette couche de sécurisation et de stockage de la donnée chez un tiers de confiance qui n'est pas stocké aux États-Unis ou ailleurs accessoirement. Donc une autre tendance que je vous mentionnais tout à l'heure, c'est le CES qui se transforme véritablement en salon d'automobile. Alors juste après le salon du CES, j'allais dire le salon de l'automobile, du CES, il y a le salon à Détroit. Et de plus en plus d'acteurs en fait, choisissent soit de venir uniquement au CES pour faire leurs grandes annonces, soit de faire un petit peu les deux, mais de mettre l'emphase sur le CES. Donc 11 constructeurs automobiles qui étaient présents au CES, dont les plus grands, BMW, Ford, qui a fait notamment la keynote d'ouverture, Honda, Hyundai. 27 000 m² qui sont dédiés uniquement à la mobilité et aux technologies de la voiture, avec une zone extérieure dédiée à la voiture autonome. Donc vraiment, en termes de volume, la quantité de voitures et la quantité d'espace réservé à la voiture sont énormes au CES. Et donc, des petites annonces, parce qu'on ne va pas faire l'emphase dessus, mais pour vous montrer quand même la présence de la voiture autonome au CES. Navia, une scale-up lyonnaise qui gère déjà qui a déjà des voitures, des navettes autonomes en fonction à Las Vegas, a présenté son taxi autonome. Donc l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de pouvoir avoir une application, de pouvoir commander son taxi à distance avec taxi autonome qui vient vous chercher et vous amène à un autre point B, comme un Uber. Il faut savoir que Vegas, en un an, ils ont quand même déjà transporté 500 000 personnes dans le vieux Vegas, Fremont Street. Donc ça marche plutôt très bien. C'était sympa de voir la France là-dessus. Si vous voulez le tester, ils sont aussi à la Défense d'ailleurs. Mais donc Uber qui a aussi profité du CES pour annoncer un partenariat avec Nvidia pour lancer la première flotte de taxis autonomes.
Il faut savoir que Nvidia, pour ceux qui connaissent, à la base c'était des cartes graphiques pour les gamers, c'est vraiment en train de devenir un des accessoristes les plus importants de l'industrie automobile depuis 3 ans. En fait, ils se sont rendus compte que les voitures, c'est des ordinateurs sur roues. Il faut une puissance de calcul très rapide et très fiable, et pour la partie multimédia, puisque maintenant tous les tableaux de bord deviennent digitaux, etc. Mais surtout aussi pour traiter tout ce qui est sécurité. Quand on a plein de capteurs qui vont regarder la circulation, les feux, etc., il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit capable de mouliner très rapidement au local. Et donc là, ils ont fait vraiment des processeurs adaptés à l'industrie automobile. Et d'ailleurs, on a retrouvé Nvidia quasiment chez une grande partie des constructeurs en amenant cette puissance de calcul, un peu comme à Intel. Byton, qui a un peu bluffé tout le monde. Donc Byton, c'est un nouveau constructeur chinois qui apparaît comme ça un peu de nulle part. Ils ont levé 235 millions de dollars auprès de Tencent, entre autres. C'est les 2 anciens directeurs de BMW Chine qui ont pris un designer français qui avait designé la BMW 8, des marketeurs de chez Tesla, de chez Google, de chez Apple. Et franchement, le produit est bluffant, il est hyper bien fini. La voiture, il y a un tableau de bord entier en écran, de la biométrie pour nous reconnaître, détection de gestes pour naviguer dans l'écran, Google Alexa à la voix pour piloter les choses, la finition même en termes de design et de rendu est vraiment proche d'une Tesla, et surtout on pouvait déjà la tester sur piste, sur place, alors qu'en général on annonce son concept car qui sortira peut-être dans 2 ans, et là prix annoncé 45 000 $. Donc tout le monde était quand même un peu bluffé, voire inquiet pour certains sur l'arrivée de ce nouvel acteur. Et puis Ford qui faisait une démonstration de livraison de pizza en voiture autonome. Et là, ce qui était intéressant, c'est avant d'aller trop loin, ils ont vraiment d'abord montré les résultats des tests avec les gens, sans leur dire, en fait, les gens commandaient une pizza, la voiture arrivait toute seule. Et ils voulaient voir un peu comment les gens réagissaient, est-ce qu'ils comprenaient l'interface, comment ils parlaient à la voiture. Et donc, a priori, ils vont accélérer. Et on voit bien que finalement, déjà, les constructeurs parlent moins d'automobile et plus de mobilité. Ils sont en train de se dire, si demain je ne vends plus de voitures personnelles, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Pourquoi pas du retail? Et c'est vrai que voilà, on sent que ça bouge. Franchement, il y a 3 ans, quand on est au CES, c'était encore les vieux ordinateurs de bord, tout moches et très loin de nos téléphones portables. Il y a 2 ans, ils sont arrivés à digitaliser le tableau de bord et à commencer à mettre beaucoup plus d'écran et de puissance de calcul. L'année dernière, c'était le début de la voiture électrique annoncée. Et là, vraiment, cette année, c'était voiture électrique, voiture autonome, voiture intelligente, avec du multimédia en interne et surtout de la prévention, la sécurisation autour de la voiture. Avec, pour la plupart, il y a 5 niveaux d'autonomie de la voiture. On est plutôt aujourd'hui autour de 2, 3, c'est-à-dire que c'est des voitures semi-autonomes, elles pourraient se débrouiller sur l'autoroute, elles peuvent vous assister, mais elles ne sont pas complètement encore capables de prendre la main. Il ne faut pas se leurrer aussi, aux États-Unis, les routes sont plus grandes, il y a plus de place, c'est un peu plus facile à gérer. Je dis toujours, avant qu'on ait une voiture qui conduit le marais avec le Vélib, la poussette, la poubelle en double. Bon, il y a encore un petit peu de boulot, mais ça avance vite et dans le bon sens. L'air de rien, en 3 ans, c'est déjà énorme de voir à quel point le marché a changé. Et c'est vrai que le point qui est assez important, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de voitures autonomes, on se concentre davantage sur la technologie, alors qu'il y a beaucoup d'aspects sociologiques à prendre en compte. Notamment, tu le mentionnais par rapport à Ford, hein, c'est un de leurs grands axes de développement de la voiture autonome, c'est comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui le consommateur va se comporter face à une voiture autonome. Si vous faites livrer une pizza et que la voiture arrive, est-ce qu'on l'ouvre plutôt vers la gauche, vers la droite? Si on prend un taxi autonome, est-ce qu'on monte à l'avant, à l'arrière? Il y a quand même beaucoup de choses qui sont à penser et qui ne sont pas innées, hein, parce que c'est un nouveau comportement, c'est une nouvelle machine, c'est une nouvelle technologie. Et le comportement des consommateurs est vraiment à être étudié en avance. Donc c'est le cas de Ford, c'est aussi le cas du Rouen Normandie Lab, qui a lancé de Transdev, qui a lancé donc en Normandie une zone dans laquelle ils testent la voiture autonome pour voir justement le comportement des individus, non seulement des individus qui utilisent la voiture, mais aussi des individus qui évoluent autour de la voiture quand on traverse, par exemple, pour voir comment est-ce que la technologie réagit. Voilà, aux États-Unis, c'est Phoenix, où il y a une douzaine de sociétés, dont Google Waymo, dont Uber, qui travaillent avec la ville, qui les a accueillis. Aujourd'hui, il y a des quartiers, il y a le quartier Uber, le quartier Google, où ils testent sur route, sur site ouvert ou sur site fermé. Comme il fait assez beau, c'est plutôt pratique pour avoir des bonnes conditions de test. Mais on voit que voilà, ça accélère très fort. Donc la 5G aussi, qui s'invite dans l'habitacle, parce que finalement le développement de la voiture autonome ne pourra pas se faire sans la technologie de la 5G.
assez lent pour l'instant. On voit quelques annonces au CES, mais il n'y a pas d'implémentation vraiment très concrète. Voilà, on va dire c'est 2020 au mieux. En fait, la problématique, c'est quand même de changer les réseaux. Donc en fait, il faut que tout marche ensemble. C'est-à-dire, il faut les réseaux en 5G, il faut évidemment les puces capables de traiter ou les antennes capables de traiter la 5G, mais tout le monde l'attend avec impatience puisque c'est quand même un débit bien plus important que la 4G. Et demain, si on va avoir du multimédia, si on va avoir tout ce traitement de données de sécurité, il faut une capacité à transmettre de l'information. Et puis d'autres qui travaillent carrément là maintenant sur l'interface cerveau-voiture. Alors on n'en est pas encore à piloter sa voiture en y pensant, mais l'idée c'est de pouvoir mieux comprendre les réactions. Alors ça peut faire rire, il faut quand même savoir que Elon Musk a lancé une nouvelle société qui s'appelle Neuralink, qui travaille sur cette interface. Facebook a débauché la directrice du DARPA pour travailler, pour à terme on soit capable de poster en y pensant sur Facebook. Donc tout ça, là, ça nous paraît un peu plus long terme, mais bon, on est en train de se dire, voilà, tout le monde y travaille. Donc avec le lancement de Harman et Samsung qui s'associent pour lancer la première solution 5G prête à l'emploi à pouvoir implémenter dans sa voiture. Et puis Kia qui est venu avec un concept car dans lequel la 5G était déjà implémentée, avec une connexion entre Séoul et Las Vegas en direct. Une quatrième tendance qu'on a identifiée, donc, qui relève un petit peu de la ville intelligente, mais qui se concentre surtout sur l'individu, c'est ce qu'on a appelé Tech for Human. C'est la manière dont aujourd'hui vraiment la santé passe, comme je vous le disais, du wellness à la santé prédictive, à la santé connectée, à la détection de pathologies. Donc c'est vraiment de l'accompagnement de l'individu au quotidien, de l'accompagnement pour l'aider dans sa maladie, mais de l'accompagnement aussi pour l'aider à reprendre finalement les rênes de sa propre santé. Puisque aujourd'hui, 80% des professionnels pensent que la santé connectée, justement, pourra permettre aux individus de maîtriser un petit peu leur maladie, de pouvoir partager avec leurs praticiens plus de données, mais aussi d'être vraiment les acteurs de leur santé. Donc on a vu des acteurs qui ont lancé des plateformes et des applications mobiles qui permettent vraiment de reprendre justement le contrôle de sa santé, notamment La Poste, qui a fait finalement beaucoup d'annonces au CES, qui présente son carnet de santé numérique. L'idée, c'est que vous pouvez rentrer sur l'application des informations vous concernant, donc classique, poids, âge, etc. Mais aussi, cette application est reliée à tous les appareils de santé connectés qui existent et que vous pouvez utiliser. Par exemple, si vous utilisez un cardiomètre ou un tensiomètre, les données pourraient être directement implémentées dans l'application. Et enfin, c'est des données que vous pouvez partager à votre praticien. Donc l'idée, vraiment, c'est d'avoir une application qui soit dans le foyer des individus, mais qui puisse permettre de faire le lien notamment avec les hôpitaux. On peut penser à des malades qui sont suivis quotidiennement par des médecins. Ça permettrait à ces personnes-là de revenir à la maison plus tôt, d'avoir quand même un suivi de la médecine. Et puis Visiomed, qui pareillement a lancé une plateforme technologique médicale de télésurveillance. Donc Visiomed, qui a été créé par BeWell Connect, qui crée aussi des objets connectés de santé. Donc tous les objets connectés de BeWell Connect fonctionnent avec BeWell Expert. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir faire du prédictif, c'est-à-dire si aujourd'hui vous avez du diabète et que vous utilisez une machine qui va mesurer votre diabète et qu'en fait il y a un pic, là, la plateforme va vous alerter que justement on est en zone rouge, ça ne va pas très bien, et puis il va pouvoir vous mettre en relation même directement avec un praticien dans votre entourage. Et donc l'idée, c'est que du côté du patient, ce soit simple de pouvoir identifier justement ces moments de pic, mais aussi du côté du praticien, de pouvoir identifier les niveaux de priorité, de voir justement à quel niveau d'alerte on est, est-ce qu'ils doivent traiter ces gens-là en urgence, est-ce qu'il faut les envoyer vers des urgences, ou si on a plus de temps finalement pour soigner cette maladie chronique. Et on voit la logique, c'est vraiment de pouvoir arriver à de la télémédecine. Alors c'est pas de remplacer le praticien, c'est d'éviter des fois de le déranger pour des actes assez basiques en fait. Et puis malheureusement, on a quand même une désertification médicale dans certaines régions, donc au moins de pouvoir patcher à défaut, c'est pas aussi bien d'avoir un médecin, mais au moins de pouvoir connecter un médecin à distance et qu'il ait au moins les données basiques du patient pour aider de pouvoir le conseiller ou effectivement le rapatrier s'il faut en urgence. Donc des startups aussi qui se développent pour ramener vraiment la santé à la maison. Donc là, on parle de télémédecine, mais vraiment de contrôle soi-même de la santé. On a vu un patch à coller notamment sur les nourrissons et les enfants en bas âge pour pouvoir mesurer la température en temps réel et avoir des données. Donc pendant la nuit, on peut être réveillé justement si son enfant a un pic de température. Et puis des applications de visualisation, parce que finalement, la médecine, c'est jamais très simple. Et on est tous arrivés dans ce scénario où on fait un bilan sanguin et on se retrouve avec une fiche incompréhensible, avec des chiffres, on ne sait pas très bien si ça va pas, le cholestérol. Et donc une start-up qui s'appelle Medicus, qui développe justement une application plus visuelle qui permet de scanner sa fiche de bilan sanguin et d'avoir des recommandations aussi en fonction des résultats de ces bilans sanguins.
La silver economy, un domaine qu'on a vu quand même pas mal représenté au CES, notamment qui répond à une problématique de vieillissement de la population, puisque finalement un quart de la population d'ici 2050 sera senior, aura plus de 65 ans. Alors aujourd'hui, on est dans un ratio où il y a plus de jeunes par rapport aux seniors, 71 seniors pour 100 jeunes, c'est des chiffres de l'INSEE, alors qu'en 2050, la tendance va complètement se retourner. Pour 100 jeunes, il y aura 122 seniors. Et donc, comment est-ce qu'aujourd'hui des startups peuvent justement répondre à cette évolution et à cette croissance de ce vieillissement de la population avec ce développement de la silver economy? On en parlera peut-être un petit peu plus tard avec Buddy de Blue Frog Robotics ici. Mais on a aussi d'autres startups comme Aladdin, par exemple, qui développent, Domalis qui a développé Aladdin, une lampe connectée installée à la maison qui permet de détecter les chutes. On n'y pense pas trop, mais effectivement, les personnes âgées à la maison sont à mobilité réduite. Donc, c'est des gens qui tombent, ça leur arrive de tomber. Et c'est des gens qui sont seuls aussi. Donc, en cas de chute, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on est prévenu? Comment est-ce qu'on est alerté? Donc, c'est une lampe qui fonctionne avec de la lumière et qui a un capteur qui permet d'alerter les personnes en cas de chute, mais qui permet aussi de faire de la prévention. Donc, l'idée, c'est que si votre grand-mère tombe trop souvent, elle va déclencher l'alarme et dire « Bon, bah là, il faut vraiment aller voir quelqu'un parce que ce n'est pas un petit accident ». Et finalement, la cinquième tendance, qui est un peu l'objet central de notre présence ce matin et de l'inauguration du Hub Lab Voice, c'est la présence de la voix qui est un petit peu partout. C'est une tendance finalement invisible, mais extrêmement présente. On parle à tout et tout nous répond aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on évolue d'interactions manuelles et compliquées à des interactions beaucoup plus naturelles. Donc, en 1960, on avait le clavier, puis on est passé à la souris. Après, le tactile avec nos smartphones. Petite période de test aussi avec de la gestuelle, avec notamment l'implémentation de la Kinect sur Xbox. Et puis finalement, pour arriver en 2017 à la voix et une interaction beaucoup plus naturelle. Et c'est un secteur effectivement qui est en pleine croissance. C'est le secteur, notamment aux États-Unis, d'objets, les assistants vocaux, ce sont les objets connectés qui vont connaître la plus grande croissance en 2018, avec 93% de croissance. En comparaison, vous voyez que même en termes de chiffres absolus, on rejoint là les chiffres des objets connectés, des wearables, des montres connectées pour les smart speakers et les chiffres aussi de la smart home. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, l'assistant vocal et finalement le haut-parleur intelligent est en train de conquérir tous les foyers. Et les chiffres sont assez massifs. En 2017, on avait déjà plus de 30 millions d'unités qui ont été vendues à travers le monde. On a des prévisions pour 2018 qui tendent à doubler le nombre d'enceintes connectées qui atteindront les foyers. Et c'est vrai que sur les premières années, 2016-2017, il y avait une présence vraiment importante d'Amazon qui a été leader. Mais ce qu'on a vu au CES et ce qu'on retrouve finalement comme grande tendance en termes de chiffres, c'est une remontée de la Google Home, mais aussi un secteur qui devient de plus en plus concurrentiel. Voilà, donc effectivement la série qui avait démarré peut-être un peu trop tôt et sans enceinte, donc du coup comme ça mangeait la batterie, on a tous un peu laissé tomber. Amazon Echo, c'est quand même depuis 2014, il faut savoir qu'ils sont à plus de 30 millions de ventes avant Noël dernier, États-Unis, Angleterre, Allemagne, puisqu'elle n'est pas encore lancée en France, avec des nouveaux modèles. On voit la Echo Dot qui est moins chère, ou la Google Home et Google Home Mini. On voit que là il y a des nouveaux acteurs qui sont en train d'arriver. Je parlais de Apple HomePod. Il y a Cortana chez Microsoft qui essaie de faire des choses, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très massivement présents. On a Jingo qui va vous permettre de piloter votre box Orange à la voix qui sort très bientôt. Amazon Echo en France, a priori, c'est avril. Il faut savoir que juste sur Amazon... Alors Amazon Echo, c'est l'enceinte, et Amazon Alexa, c'est la technologie. Il faut savoir que sur Amazon Alexa, il y a 5000 personnes chez Amazon qui travaillent sur le projet. Il y en a 1500 qui sont en train de les rejoindre. Donc ils ne sont pas du tout en train de rigoler. Ils sont vraiment en train de se dire demain, c'est la tête de gondole installée chez vous, dans votre séjour, dans votre cuisine. Évidemment, on peut lui poser des questions de culture générale, on peut lui poser des questions personnelles, mon agenda, la météo de ma ville, mais c'est aussi pouvoir commander en un clic. C'est un peu comme un génie. Vous lui demandez l'exauce, vos vœux, avec votre carte bleue, mais c'est vrai que c'est excessivement simple. Et si on compare en retail, une marque où il faut que je sorte de chez moi, je prenne ma voiture, je fasse les embouteillages
l'embouteillage, j'aille me garer, je rentre dans le magasin, je trouve le produit, je fasse la queue pour payer, je revienne, et de l'autre côté, j'ai juste à dire, ajoute-moi 6 bouteilles d'Evian dans ma prochaine commande Amazon Prime. Amazon Prime, c'est 64% des foyers américains qui ont l'abonnement déjà, c'est-à-dire que déjà, ils ne payent pas vraiment la livraison, enfin, à part l'abonnement initial. Donc si en plus, ils n'ont plus qu'à demander pour que ça s'ajoute à leur commande, on imagine bien à quel point ça simplifie les frictions du retail habituel, et donc du coup ça crée un avantage compétitif face à la concurrence. Et effectivement, on pourrait dire que maintenant on a du V-commerce qui va arriver, du voice commerce. Donc ça va être un vrai sujet, puisque quand on est à la voix, il n'y a plus de visuel. Toutes nos marques qui passent beaucoup de temps à faire des packaging, de la pub, des visuels pour attirer l'attention. Demain, qu'est-ce que je fais? Avant, on achetait des AdWords, des liens sponsorisés sur Google, du texte. Demain, on achètera peut-être des voice words. Si les gens commandent, disent par exemple, je veux du champagne, sans préciser la marque, quelle est la marque qui va être mise en avant par Amazon ou par Google? Il faudra peut-être payer pour pouvoir être référencé. Quand on peut réserver un Uber ou commander une pizza Domino's, demain, on paiera peut-être... ces marques-là paieront peut-être une petite commission à chaque fois qu'elles sont utilisées. Donc c'est vrai que ça va changer beaucoup de choses, et on peut imaginer qu'on n'aura pas 40 enceintes différentes, un peu comme iOS ou Android. On va faire un choix, et ce choix il se fera aussi sur la disponibilité des services. Plus mon enceinte me permet d'accéder à un maximum de services, plus j'ai de chances de la prendre. Aujourd'hui, Amazon Echo, ils en sont à plus de 30 000 skills, donc 30 000 appareils ou plateformes compatibles, de Spotify en passant par Uber. Et donc, évidemment, il y a une course à faire grossir son écosystème pour augmenter la valeur perçue. Et évidemment, on voit bien que tout le monde essaie de... Google Assistant, ils avaient plus de 400 produits présents au CES qui montraient leur compatibilité, des télés, des casques audio, des PC aussi, des voitures. Donc, on voit bien que voilà, demain, la voix va être partout. Alors, quand même, c'est intéressant. Et chez Amazon, avec le Amazon Echo Show, et chez Google, avec Google Display, ils sont quand même en train de ressortir une enceinte avec un écran aussi, parce qu'ils se rendent compte que dans certains cas, typiquement les recettes de cuisine, c'est sympa qu'on nous les dise. Il y a un moment, il y a quand même des termes un peu techniques. Si on ne voit pas le geste, si on ne voit pas la vidéo, ça peut aider. Donc on voit bien qu'en plus, ce n'est pas une enceinte, c'est plein de petites variations différentes, des plus petites, des plus grandes, avec de la meilleure qualité sonore, avec de l'image. Voilà. En tout cas, demain, de toute façon, en fait, on n'a pas réellement besoin de l'enceinte, on a besoin d'un micro, d'une connexion Internet pour aller dans le cloud et d'un speaker. Et donc, c'est comme ça qu'on voit que cette technologie arrive dans la voiture, où de toute façon, on a déjà des enceintes, si elle est connectée, dans l'ordinateur directement, dans les écouteurs. Et donc, on peut se dire qu'effectivement, on aura la voix présente tout le temps avec nous. Peut-être qu'un jour, on se demandera comment on faisait pour faire sans assistant virtuel dans nos vies, comme aujourd'hui, on se demande comment on fait sans les emails ou le téléphone portable. Donc Amazon quand même qui a profité du CES pour présenter son partenariat avec HP, Acer, Asus et Lenovo pour implémenter directement dans les ordinateurs la technologie Alexa. Donc c'est vrai qu'un des freins aujourd'hui, c'était d'acheter une enceinte. C'est pas non plus extrêmement cher, mais c'est quand même un coût. Aujourd'hui, demain, on pourra imaginer que dans les ordinateurs, ce sera implémenté. Donc il y a une véritable démocratisation de la commande vocale et une véritable mobilité aussi de la commande vocale, puisqu'on a vu des entreprises comme 66 Audio qui développent des écouteurs pour avoir Alexa toujours sur soi quand on fait son footing. Et évidemment, donc, c'est un marché qui est vraiment dominé par les Américains, mais sur lesquels les Chinois ne sont pas en reste. Ce qu'on a vu au CES, c'est Tmall, Genie d'Alibaba. Bon, en termes de design, on se rapproche beaucoup de la Google Home quand même. Mais aussi Baidu, qui a lancé 3 enceintes, notamment des enceintes connectées reliées à la maison, des enceintes lampes, des enceintes projecteurs, et une version un petit peu plus friendly, un peu plus kawaii de l'assistant vocal lancé par Line, qui a lancé les Clover Friends. Et finalement, la 6e tendance qu'on veut partager avec vous aujourd'hui, et c'est là où on va faire le pont avec la NRF, c'est le futur du commerce. Donc, au CES, il y avait une zone qui était dédiée au retail. C'est assez nouveau aussi, il n'y avait pas ça avant. Et puis, on a couplé donc, cette dernière partie avec les tendances qu'on a identifiées à la NRF. Et c'est vrai que ce que je vous disais au début, c'est que la NRF nous a un petit peu déçus parce qu'on a trouvé qu'ils étaient sur une posture assez défensive. La keynote d'ouverture a commencé par ces mots exacts. Le retail n'est pas en train de mourir, le retail n'est pas mort. Donc c'est quand même assez, c'est pas forcément négatif, mais on aurait préféré quelque chose comme le retail explose, l'innovation est incroyable. Et en revanche, c'est vrai que sur la NRF, il y avait un secteur qui était dédié à l'innovation, qu'ils ont appelé l'Innovation Lab, où on a retrouvé quand même quelques petites technologies intéressantes, notamment en termes de production et logistique. Alors,
la logistique, c'est vraiment un énorme enjeu pour les retailers aujourd'hui, notamment parce que c'est des métiers qui sont assez mal vus, hein, avec de la pénibilité, avec un gros déficit en termes de recrutement aujourd'hui. Il y a plus de 20 000 emplois dans les transports et dans la logistique qui sont à pourvoir en France. Et donc, en contrepartie de ça, l'automatisation des entrepôts se développe à vitesse grand V. Et je vous ai mis l'exemple ici d'Amazon, hein, qui a racheté en 2012 Kiva Systems et qui robotise complètement ses entrepôts et qui ne cesse d'augmenter le nombre de robots dans ses entrepôts. Hein. Sur la dernière année, on parle de 55 000 robots en plus. Donc, plus de productivité pour des gens comme Amazon, mais aussi plus de productivité du coup, pour des petits acteurs. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a plus d'humains. Amazon, ils ont recruté 150 000 personnes l'année dernière. Donc voilà, 50 000 robots en plus, 150 000 personnes de plus. Donc finalement, ce n'est pas toujours de remplacer, mais c'est de prendre certaines des tâches pour libérer les gens, pour faire des choses des fois un peu plus intéressantes. Donc IC, par exemple, qui illustre très bien cette tendance, qui sont des drones en fait, qui vont scanner les entrepôts, qui sont capables du coup de monter très haut et d'éviter que les personnes qui font les entreposages doivent monter sur des échelles. Voilà, on automatise l'inventaire en fait. C'est ça. Et puis Locus, qui produit des robots autonomes, qui permet aux gens qui préparent notamment les commandes de ne plus avoir à prendre une caisse, la soulever, la déplacer, la reposer et puis revenir à un endroit A pour aller à un endroit B. Donc c'est vraiment autonome. On peut rentrer au préalable quelle commande il faut aller chercher, donc il va aller directement dans les allées correspondantes. Le préparateur aura juste à y aller et c'est vraiment un gain de temps considérable. En magasin, le tracking, on l'a quand même beaucoup retrouvé à la NRF, hein, c'est une tendance qui reste assez lourde parce qu'effectivement le tracking ça permet de mieux connaître son client, ça permet d'optimiser son rayonnage, ça permet de mieux organiser aussi ses équipes. Donc 47% des commerçants dans la technologie maintiennent ou augmentent leurs investissements dans l'analytique en magasin en 2017. Et on a retrouvé du coup des technologies de tracking par la lumière, comme c'est l'exemple avec Philips Lighting. Alors la grande différence cette année, c'est qu'avant c'était des technologies qui nécessitaient de repenser l'infrastructure du magasin. Aujourd'hui, avec un goulot un bulbe classique, on peut utiliser le tracking en magasin, donc c'est vraiment l'implémentation simple. Et puis des technologies après d'analyse faciale qui permettent de personnaliser la publicité. Donc ça, c'est des gens qu'on a vus au CES. Et Avnet, c'était assez intéressant, mais quand on les a rencontrés et qu'ils nous ont parlé un peu du tracking en magasin, ils nous ont dit, bah voilà, une des tendances qu'on a vues, par exemple, c'est que les femmes, quand elles rentrent dans un magasin, elles vont davantage sur la gauche. On ne sait pas pourquoi, mais c'est vraiment ce qu'ils ont observé. Donc, ils ont mis du coup plus d'objets pour femmes sur la gauche à l'entrée du magasin. Et c'est des technologies qui sont vraiment déployées en magasin. On n'est pas dans le futur. Hein. Pour le cas d'Avnet, ils ont un magasin au Mandala Bay à Las Vegas qui utilise cette technologie et donc qui fait de la publicité recommandée et qui arrive à traquer en magasin un petit peu les comportements des utilisateurs. Ils n'ont pas de CNIL et pas de RGPD aux États-Unis. Hein, c'est ça. Il y a moins de soucis qu'en France. Alors, le tracking, c'est un coût. C'est un coût élevé et ça a une implémentation assez lourde. Donc, ce qu'on a vu au CES qui nous a un petit peu bluffé, c'est quand même Samsung et Barrows qui ont lancé leur pop-up connecté à installer en moins de 90 jours. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une solution clé en main. Si vous êtes un retailer aujourd'hui et que vous voulez lancer un pop-up store, dans lequel, dans les étagères, il y a déjà justement des outils de tracking, donc à implémenter rapidement, à coût moins important que si vous deviez l'implémenter vous-même. Donc, c'est vraiment un bel exemple de retail agile, hein, avec moins d'installation, de temps d'installation, de frais d'installation. Et puis, finalement, tout ça, ça nous amène à cette expérience shopping qui devient de plus en plus fluide, notamment en termes de paiement. Donc, Visa qui a profité de la NRF pour annoncer la mise en place de la biométrie sur ses cartes de crédit. Donc, c'est en test pour l'instant, hein, c'est encore en phase d'essai, donc c'est pas totalement implémenté, mais on peut penser que tout ça, en fait, et ce réveil finalement des grands acteurs du paiement, soit lié finalement à une arrivée en masse de la biométrie dans les pays asiatiques, notamment avec Smile to Pay. Donc là, Alibaba, voilà, c'est du paiement, on nous reconnaît, on a juste à mettre son visage pour passer à la caisse. Bon, après, ils sont en train de passer pas mal de gens en biométrie en Chine, donc c'est un petit peu différent en termes de gouvernement, mais en tout cas, ça fonctionne bien, ça gagne du temps, et l'idée, effectivement, c'est que là-bas, de plus en plus, ils sortent ni de cash, ni de carte bleue. Ça se fait soit via mobile, avec WeChat ou Alipay, soit maintenant directement avec biométrie.
Et donc, au-delà même de la biométrie, on peut imaginer des scénarios où la boutique est totalement autonome. C'est Amazon qui lançait officiellement au public il y a quelques semaines l'Amazon Go, mais il y a beaucoup d'autres startups qui se positionnent sur ce secteur de magasin autonome, comme c'est l'exemple de DeepMagic, qui lance en fait une boutique dans laquelle on peut rentrer avec son mobile, prendre ce qu'on veut et qui utilise l'intelligence artificielle pour capter ce que vous faites et comment vous le faites. Et un autre acteur qu'on a vu au CES, c'est AI Poly. Donc, je vous remets un petit peu la démo. On voit du coup qui prend quel objet grâce à des capteurs. La démo ne le montre pas là, mais on voit aussi les comportements. Si par exemple vous faites tomber quelque chose et que vous le ramassez, l'intelligence artificielle est capable de le détecter. Si vous êtes en train de boire une bouteille, elle est capable de le détecter. Et l'idée vraiment, c'est qu'on arrive à une expérience totalement fluide dans laquelle le paiement ne passe plus ni par du mobile, ni par quoi que ce soit. On peut rentrer et prendre les choses et sortir directement. Et pour finir en 1 minute... Et donc, pour finir en 1 minute, la dernière tendance qu'on a vue, c'est celle de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle qui s'invite de plus en plus dans le magasin. Donc, la projection 3D pour éduquer le client, c'est ce que propose Spacey. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir, pour des objets qui sont un peu fragiles et qui, notamment, par exemple, un capteur Nest, un thermostat Nest, et sur lesquels il y a besoin de beaucoup d'explications, on utilisera de la projection, donc de la réalité augmentée, pour pouvoir éduquer le consommateur. Et puis aussi de l'intelligence artificielle et de la réalité augmentée qui s'invitent dans le mobile et qui est capable de faire de la reconnaissance faciale et des recommandations, notamment dans le secteur de la beauté. C'est quelque chose qu'on a aussi retrouvé au CES avec Neutrogena qui lançait son capteur qui permet de détecter la qualité de la peau et de pouvoir faire des recommandations. Donc l'idée, c'est vraiment de faire du cross-selling, d'amener des conseils personnalisés aux consommateurs et d'offrir une expérience de plus en plus personnelle. Donc voilà, ça c'est un petit peu les tendances qu'on a identifiées CES et NRF. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à une petite table ronde.